Eh Bonjour, ben, Célène. oh là là, alors là, Le jour François se Martin lève, revient, le jour se un lève, nouveau jour se lève, un comme nouveau disent. jour se, Et un C'est nouveau la, jour se lève. c'est l'annonce de cette nouvelle émission. Un nouveau jour Eh se lève. oui, en tout Et cas, dans un cadre qui me semble bien idyllique pour François ouais, Martin, ouais. Mm. qui, c'est normal, il faut aussi, après son dernier livre sur le temps des fractures aux éditions Jean-Cyril Godefroy, et la promotion de ce livre, il goûte peut-être aussi, même si je sais que ce sont toujours des vacances studieuses, un Ouais, repos bien mérité. c'est Et ça. quelle magnifique chemise. N'est-ce pas? J'ai pris exemple sur GPTV où souvent j'ai remarqué chez Mike ou chez toi des chemises absolument magnifiques. Donc je Sport au me ski suis dit, bon, seulement. tiens, voilà, Mike, oui. un nouveau jour se lève, il faut donner un peu de lumière à tout ça. Voilà, c'est ça. Ah, c'est exactement ça. Donc on rappelle François Martin, évidemment, cofondateur avec Paul-Marie Couteau du club Eleutheria, du nouveau, de la revue Le Nouveau Conservateur, qui nous inspire dans chacune de ses publications. Et qui évidemment va pouvoir, n'avons pas fait de revue de presse internationale parce que pour parler du Proche-Orient, pour parler de la Russie, pour parler de tous les sujets des points chauds, à chaque fois je mettais Kazan et le Proche-Orient, Kazan et l'Ukraine et la Russie, etc., etc. Dans tout domaine, et là je crois qu'à nouveau le premier livre de François Martin, L'Ukraine, un basculement du monde, que ce soit ça ou le temps des fractures. En tout cas, François Martin a le sens de la formule dans ses titres. Et c'est exactement ça. Il y a une bascule. Kazan, ce qui vient de se passer à Kazan, est une bascule du monde. Bien sûr. François Martin. Bien sûr, bien sûr. Alors j'en profite pour reboucler avec ce que j'ai entendu à la fin de votre Revue de presse. précédent échange que j'ai trouvé particulièrement intéressant et qui va faire la transition par rapport à ce que je veux dire. C'est cette phrase de Philippe de Villiers sur le droit à la continuité historique et à la mémoire. Parce que si vous regardez les choses, et on va le développer plus avant, tous ces peuples, ces nouveaux peuples, je dirais, ou ces États, en fait, qui ne sont pas nouveaux, mais qu'on ne voyait pas pour un certain nombre de raisons, parce qu'encore une fois, on vivait dans les paradigmes anciens, et là, on a changé de lunettes. En fait, ce sont des peuples qui sont obsédés par la continuité historique, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit l'Iran, tous ces pays-là. Et nous voulions perdre ça. Et en fait, ce que nous appelions ringard, ou ce que nous appelons encore ringard, en fait, c'est cette nouvelle façon de penser les choses qui consiste à supprimer la, la, la partie historique, la continuité historique, qui est totalement ringarde, en fait, et c'est ce qui apparaît. Et je veux à ce titre raconter une toute petite histoire pour expliquer les choses. J'avais fait un article là-dessus il y a quelques années. Il y a un petit village espagnol dans les Pyrénées ou je ne sais pas où, qui à un moment donné a été rasé par les autorités parce qu'il y avait la construction d'un barrage qui noyait pas le village, mais qui était dans les abords du village. Donc, à un moment donné, le traumatisme absolu a été ceci. On a rasé le village et les gens sont partis habiter ici ou là. Et seulement, ils se réunissent depuis plusieurs générations tous les ans dans les ruines du village, assis sur les pierres pour faire un pique-nique. Eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, et ils disent, le village matériel a disparu, mais le village spirituel est toujours là. Il est toujours dans nos têtes, nous sommes toujours un village. Et j'avais trouvé cette histoire particulièrement intéressante parce qu'elle montrait que la continuité historique n'est pas d'ordre matériel, elle est précisément d'ordre spirituel. Oui. Et ça, c'est fondamental à comprendre. C'est-à-dire, la continuité historique, elle est dans les têtes, parce que nos grands-pères, nos arrière-grands-pères sont morts. Alors, si nous sommes matérialistes, ça n'existe plus. On fait autre chose, on parle de l'avenir, on parle du présent, on parle de ce qu'on veut, mais on ne parle pas du passé. Or, le passé n'est pas ringard. Le passé est éternel. C'est ça qu'expliquaient ces Espagnols géniaux. Il est dans une verticalité du temps aussi, François. Voilà. La tradition est dans la verticalité. Elle est de tout temps. Elle n'est pas Ben, contrainte par l'axe évidemment, horizontal du temps entre le passé et le évidemment. futur.
elle est dans la verticalité. évidemment. Et si je peux faire encore une petite incidente, après on va Bien passer au sûr. sujet. J'écoutais hier l'interview de Paul-Marie Couteau par Martial Bild, et il parlait de la Ve République. Alors, le débat aujourd'hui, c'est, on s'éloigne un peu, mais pas tellement. Est-ce qu'on la cinquième est foutue? Est-ce qu'on change, etc. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas la maison du Père qui est en cause, ce sont les marchands du temple qui l'ont envahi. Le problème, c'est pas de vouloir casser la maison et d'en construire une autre, que ce soit la maison du Père ou la maison du peuple ou la maison du président. La question, c'est chasser les marchands du temple pour lui redonner sa valeur et sa. Voilà, c'est ça le sujet. Et donc, il y a une permanence et il y a une unité, et c'est ce qu'on voit à Kazan, en fait. Mais c'est ce que dit, c'est ce que a expliqué tout de suite Kazan, c'est ce que entre Xi Jinping et Poutine, ils parlent de la route du thé, ils parlent de ce qui les a unis depuis des siècles, si Bien ce n'est sûr, des millénaires. C'était, en tout cas, des siècles, c'est certain. C'est la plus vieille des civilisations, la civilisation bien chinoise, une des sûr, plus bien sûr, anciennes. Et la Russie aussi rappelle ses racines, et c'est bien sûr. sûr, Et c'est bien sûr, tout à fait l'inverse de cet Occident qui a fait tabula rasa de tout bien son passé, sûr. de toute son histoire. Bien sûr. Et alors, ce qui est tout à fait frappant dans cette affaire, c'est que ce petit type, je dirais, qui avait 14 cancers, qui vivait enfermé dans son palais de Moscou, qui dirigeait une bande de poivreaux, qui est incapable de battre les gentils Ukrainiens, qui est lui-même envahi par les Ukrainiens. On attend d'ailleurs que les chars arrivent bientôt à Vladivostok. Enfin, qui est un repris de justice, qui doit être arrêté en Mongolie et partout ailleurs. Il accueille la moitié de la planète, il dit rien d'abord, et il accueille la moitié de la planète en, euh, en termes de nombre, une trentaine de pays. Il met les ennemis Xi Jinping et Modi d'un côté et de l'autre, et il serre la main devant lui, sans rien dire. Et, et nous, donc, c'est une victoire absolue. Et nous, en fait, à aucun moment il a dit vous, occidentaux imbéciles, etc. C'est-à-dire que nous avons totalement perdu la face dans cette affaire. Nous avons fait plus qu'une défaite politique, nous avons absolument perdu la face. Et nous ne nous sommes pas encore habitués à cette autre différence culturelle qui est celle à laquelle nous ont déshabitué les méthodes, je dirais, anglo-saxonnes et protestantes, qui consistent à accuser, à mettre au pilori, si ce n'est brûler par le feu, etc. Dans les pays du Sud, on ne vous dit rien, on continue à vous parler avec amitié et à vous sourire, mais tout le monde sait que vous n'êtes plus crédible et qu'à l'intérieur, vous êtes une coquille vide. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on se sert de nos propres exagérations pour nous discréditer sans avoir besoin de le faire. Et c'est exactement ce qui se passe. Parce que j'écoutais un peu en préparant cette émission, des émissions françaises où on dit est-ce que Poutine n'est plus isolé? Est-ce qu'il y a vraiment un basculement du monde? Et je me dis, mais enfin, ils sont encore à mettre des points d'interrogation à toutes ces questions. Mais attendez, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Hein. Il n'y a pas un journaliste européen là-bas. Alors, il paraît que quand on rencontre un Français ou un Américain, il y a un ou deux Américains qui disent ah oui, vous êtes là, vous êtes Américain, etc. Alors que le monde entier y est. Attendez. Alors, Un ça, c'est la article dans première la presse. remarque. Ça, c'est la première remarque. Je mets ça en superstructure parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Le reste, après, c'est l'habillage des choses. Mais l'autre, en regard de ça, c'est le côté parfaitement soviétoïde qui est devenu notre système à nous, quoi. On est dans Et François, vous l'avenir savez, radieux du socialisme. Comment? la France, plus encore que l'étranger, on Ah ben bien sûr. regardait, pour préparer ces émissions, les grands titres, même du New York Times, de l'ensemble de la presse anglo-saxonne. Mais eux titrent Oui, en priorité sur ce basculement. Ils oui, l'admettent. En oui, oui, France, il n'y a pratiquement pas un article. On oui, s'intéresse c'est au ça. procès de Mazan, C'est on ça, c'est ça. s'intéresse à la fausse Voilà, c'est nouvelle loi ça. sur Et, l'immigration. C'est inimaginable. Hein. voilà. Et Le pour côté moi, soviétoïde. ça tient plus que de l'autisme politique,
ça tient à une méthode de domination. Parce qu'en fait, cette fermeture et cette non-information, elle n'est pas destinée au monde parce qu'on les déteste. Elle est destinée à nous pour qu'on ne parle pas, qu'on ne se pose pas de questions. C'est exactement un système soviétoïde, en fait. On est complètement passé, et pour moi, c'est une des pires choses, c'est-à-dire ce basculement du monde et surtout le basculement de la presse, puisqu'on sait très bien que la presse chez nous est en fait un des éléments du pouvoir oligarchique, comme ça l'a toujours été dans tous les régimes, mais plus encore aujourd'hui dans le système dit démocratique. Et je me souviens que, en fait, toutes les journalistes de la presse moderne sont nés à partir du Watergate. Parce que Bob et Carl ont été les prophètes d'une nouvelle façon de faire de la presse, en allant chercher derrière les actions et les turpitudes des gouvernements, quelles étaient leurs idées cachées, etc. etc. De l'investigation. Le système a totalement basculé, à tel point qu'aujourd'hui, quand tu poses des questions, la presse te traite de complotiste. Ah, mais c'est ça. Alors, c'est la presse qui doit être complotiste par principe. Bien sûr. Bob et Carl étaient les prophètes du complotisme. Et aujourd'hui, on te dit tu es complotiste. Donc, ça veut dire que la presse est devenue totalement soviétoïde au service des pouvoirs. Moi, j'attends qu'un journaliste me dise « Attendez, vous êtes complotiste ?» Je dis « Mais vous n'avez pas le rouge au front quand vous me posez cette question, et vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. » Et ça, je trouve que c'est extrêmement grave, et on est vraiment venu… C'est l'autre aspect, je dirais, de Kazan, c'est que nous, on bascule dans un… On ne bascule pas, mais on est dans un système où on est absolument fermé. Et plus ça dure, tu sais, tu vois, les grandes maisons sont mangées par les termites. Tu ne vois pas les termites, mais tu sens qu'il se passe quelque chose. Et à un moment donné, tu commences à entendre des craquements. Et puis, il y a des gens qui disent, attendez, il y a des termites, il faut traiter là, il faut traiter pour sauver le bâtiment. Et puis, il y a des gens qui disent, non, il n'y a rien, il ne faut surtout pas. Et plus tu attends, à un moment donné, tout le bâtiment tombe. Voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on est dans cette phase intermédiaire où les termites nous ont bien mangé, et tu t'aperçois que, je veux dire, le bâtiment va tomber. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu envoies des journalistes à Kazan? Est-ce que tu dis, voilà, il faut profiter de ce nouveau monde? Est-ce qu'il faut ouvrir les portes? Est-ce qu'il faut aller, je ne sais pas moi, demander un statut d'observateur, puisque même si on ne nous fait pas rentrer dans les BRICS, on peut avoir un statut d'observateur. Je pense que c'est ce qu'aura un pays comme la Turquie, qui demande son entrée, mais qui n'aura pas son entrée, évidemment, mais qui aura un statut d'observateur, parce que tout ça va prendre du temps, et il faut que ça prenne du temps. Mais nous, qu'est-ce qu'on attend? On veut vraiment rester sous les décombres? C'est ça la question que ça pose. Ça pose plus de questions par rapport à nous, je pense, que par rapport à Kazan. Est-ce qu'on peut… le problème dans cette affaire. François, il y a une autre hypothèse qui voudrait qu'en fait cet enfermement, il est le prélude justement orwellien de 1984, c'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir enfermer le monde, il nous enferme, nous, dans un monde qui sera espèce d'océania, là, où il sera impossible de sortir, et qu'ils tiendront une partie non négligeable, c'est-à-dire l'Occident, l'humanité. C'est-à-dire que leur stratégie, ce pourrait être aussi, je partage en tout cas le fait que cette non-information, elle n'est pas à destination de l'étranger, mais elle est bien à notre destination. Est-ce que ce n'est pas une occasion aussi de nous enfermer? Et ça, c'est quelque chose qui pourrait malheureusement peut-être durer un peu plus longtemps qu'un brusque effondrement, même si de toute façon, on est d'accord que ça ne durera pas éternellement. Oui, je n'en suis pas sûr, moi, parce que je ne suis pas sûr. Parce que d'une part, comme tu le rappelais avant que j'intervienne, il y a une poussée des peuples à laquelle je crois. Oui. Les peuples sont permanents et rémanents. Les peuples savent ce qu'ils veulent. Et à un moment donné, les peuples disent, alors ça ne marche pas toujours, mais il y a une poussée des peuples qui disent on veut véritablement un changement. Et quand les régimes tombent, il reste les peuples. Donc ça joue aussi. Et l'autre chose qui joue, c'est que nos maîtres américains ne sont pas non plus des imbéciles. Ils sont gouvernés par des
plus, je dirais, par des marchands d'armes et des marchands que par des idéologues. Mais le jour où ils vont s'apercevoir, et ils, à mon avis, le savent déjà, et on attend que le fait qu'il y ait un pilote dans l'avion pour changer la trajectoire de l'avion, ils vont aller, les Russes, ils vont aller voir les Chinois, ils vont dire, écoute, on va faire du commerce, et puis on va se payer sur ces crétins d'Européens qui n'ont rien compris, qui font dans leurs pantalons, qui n'osent pas bouger, etc. Et allons-y, hein. Et ils vont se réconcilier sur notre dos si on ne bouge pas. C'est ça ce qui se passera, plus que... Je ne vois pas un grand peuple intelligents comme les Américains s'enfermer dans une doctrine. Aujourd'hui, s'ils sont enfermés, c'est pourquoi? Parce que, si tu veux, la mine d'or de la vente d'armes, elle marche à fond. Donc, les marchands d'armes, ils ont intérêt à continuer. Et que je t'en vends en Russie jusqu'au dernier jour, et que je t'en vends en Palestine jusqu'au dernier jour, et demain, s'il y a un autre front, etc. C'est ça. Mais le jour où les Américains, les puissances d'argent américaines se diront, ben, il y a plus à faire d'argent avec la paix qu'avec la guerre, ce jour-là, ce sera les premiers à promouvoir la paix. C'est évident. C'est ça. Et nous, on restera là, bon, tu vois, c'est plus ça, moi, je pense, qui va se passer, plutôt qu'un enfermement idéologique. Bien sûr qu'ils nous diront qu'ils nous enfermeront, mais ils nous enfermeront comme tu enfermes tes poulets et tes lapins dans ton garde-manger. Hein. Dans ton clapier. Ben voilà, c'est ça. C'est ça. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Mais 40 ans d'expérience de commerce international me laissent à penser que là-bas, ça. Quand tu penses en termes d'argent, tu n'as pas de barrière. Hein. Voilà. Alors, par contre, le Alors, problème 15 ans. qui va se passer, c'est la culture. C'est là que ça change. Parce que quand tu as des idées différentes sur le plan commercial et sur le plan géopolitique, tu peux toujours, parler, tu peux toujours échanger, tu peux toujours trouver des voies. Par contre, ce qui est impossible pour se mettre d'accord, c'est la vision de l'homme. Si pour moi, la vision de l'homme, c'est la famille, un homme, une femme et un enfant, si pour moi, ce qui structure, c'est ce que j'ai appelé la sexualité reproductive, même si les comportements sont jamais été 100% reproductifs, sinon l'homme et la femme ne seraient pas ce qu'ils sont. Mais tu ne peux pas poser comme principe le principe de la sexualité récréative comme un principe de construction de ta société. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on est mort si on L'individu fait ça. roi, si. Encore une fois, si tu décides à un moment donné que comme tu es riche, tu dis ben on est riche, donc on peut distribuer. Donc écoutez, chers amis, la nourriture est gratuite. Allez-y, servez-vous, mangez, ne payez pas, vous êtes libre. Si on fait ça, dans 2 générations, il y a 100% d'obèses, et dans 4 générations, on est tous morts d'une crise cardiaque. On est tous morts. Donc tu ne peux pas séparer un principe de plaisir et un principe de responsabilité. Ce n'est pas possible. Or, qu'est-ce qu'on fait avec la sexualité récréative? On dit c'est un principe. Ben, forcément, combien y a-t-il de Français ou d'Européens ou d'Occidentaux avec un principe comme celui-là qui veulent encore des enfants, avec la difficulté que ça représente, avec le travail, avec quelle société va encore investir dans l'éducation? Je vois que notre qualité éducative se casse la figure d'une façon effroyable. Mécaniquement, cette société meurt, et tous ces peuples du Sud, et on est bien dans le débat de Kazan quand on dit ça, par-delà leurs divergences énormes, que ce soit les orthodoxes russes ou les Chinois ou les Indiens ou les Saoudiens ou les Africains, ils sont d'accord sur les principes. Leur vision de l'homme, en fait, globalement, est la même. C'est la nôtre qui est différente. Donc, tant qu'on n'aura pas abandonné ça en disant on jette aux orties ces espèces de folies LGBTistes, etc., matérialistes, etc., nées à l'époque des Lumières, comme le dit Solzhenitsyn dans Le déclin du courage, on ne peut pas s'en sortir. Et c'est le vrai travail chez nous, ça sera ça. François, on peut peut-être maintenant. On est un peu loin de Kazan, mais on n'est pas si Cette loin. émission doit s'arrêter pour ce qui me concerne, parce que j'ai après d'autres obligations à 9 heures. Oui. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse évoquer dans les 40 minutes qui nous restent ce qui s'est passé à Kazan. Par quoi est-ce que tu souhaites commencer? Bien sûr.
Alors, donc, Poutine a réuni l'ensemble des pays, il y a à peu près une trentaine de pays. Il y a donc les 5 fondateurs, donc, qui sont la Russie, l'Inde, la Chine, je dirais, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. Bon, le Brésil n'est pas venu parce que, enfin, le Brésil est venu, mais Lula n'est pas venu parce que il a glissé sur semble-t-il, sur son savon, il s'est cassé la figure dans sa baignoire et il s'est fait mal, mais bon, il est là. Le visage. Euh, Le visage serait comment tuméfié. Le visage, ce serait une question Oui. d'esthétique. Il aurait Oui. chuté et il aurait des hématomes. Bon, je pense pas qu'il ait fait exprès de se flanquer une baffe pour pas venir, surtout pas. Et puis il y a les nouveaux pays qui sont rentrés, et ça c'est extrêmement intéressant, au début de l'année, qui sont d'abord qui sont l'Égypte, l'Iran, il y a l'Éthiopie, et le dernier, je me souviens plus quel c'est, il y en a 4. Mais il faut remarquer qu'il y a l'Iran et il y a l'Égypte. Donc, ça veut dire que par-delà, en fait, ça, il faut bien regarder les choses. Il faut s'attarder un peu sur la partie politique, parce que tout le monde développe la dédollarisation, etc., mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la politique et c'est les messages politiques et géopolitiques qui sont affirmés. Le fait que l'Iran soit rentré dès le début, c'est excessivement important parce que ça veut dire que on est véritablement dans un temps des fractures, même si on ne le dit pas, parce que leur rôle n'est pas de cliver la relation nord-sud, parce que sinon les Chinois seraient en porte-à-faux, les Russes seraient en porte-à-faux, puisqu'encore une fois, les Russes sont obsédés par le fait de pouvoir revenir un jour vers l'Ouest, parce qu'ils en font partie. Ce sont des Européens. Donc, la fracture, la Russie vit cette fracture de l'Europe en deux comme une séparation entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, d'une certaine façon. Pour eux, ils ont transformé une relation sino-russe naturellement remplie d'incertitude et de méfiance en une relation de confiance grâce à un travail diplomatique absolument fantastique. Ils ont réussi. Mais pour autant, je ne peux pas penser que des gens qui ont la mémoire aussi longue que les Russes peuvent penser qu'ils en ont encore pour 100 ans à être au pain sec avec l'Occident. Ce n'est pas possible. Donc ils ne cliveront pas. Mais pour autant, si tu lis derrière les lignes, le fait d'avoir fait rentrer l'Iran, qui est la puissance qui est derrière les velléités de destruction américaine, puisqu'en fait, la velléité n'est pas une velléité derrière le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit américano-iranien qui est derrière. Bien sûr. C'est ça l'objectif. Et c'est ça l'objectif des néoconservateurs américains, c'est de détruire l'Iran, c'est comme ils voulaient détruire la Russie. Donc le fait que l'Iran soit rentré tout de suite, qu'il ait été soutenu aussi bien par la Russie militairement que par la Chine, et d'autre part qu'ils aient fait rentrer aussi rapidement l'Égypte, qui est, je rappelle, qui était l'objectif principal de la guerre de Gaza. Je rappelle que l'erreur qu'a fait Netanyahou dans cette guerre de Gaza, ça n'a pas été du tout de sous-estimer l'importance de l'attaque de Gaza du 7 octobre, parce que d'abord, il y a eu sur les 1200 personnes, il y a 600 civils et 600 militaires à peu près. Bon, sur les 600 civils, je rappelle qu'une bonne partie a été tuée par les soldats de Tzal. Bon, ça, on ne revient pas là-dessus, mais ça, je l'ai développé à de nombreuses reprises à cause de la doctrine qu'on appelle la doctrine Hannibal. Mais l'objectif, donc, c'était une aubaine, en fait, pour Netanyahou, même s'il y en a plus que ce qu'il pensait. Mais je rappelle que l'objectif de départ, c'était de les amener tous dans le sud, et c'est ce qu'il a fait, et puis de forcer l'Égypte à ouvrir ses portes et à les renvoyer en Égypte dans une nouvelle Nakba. C'était ça l'objectif de départ. Et ça n'a pas marché parce que l'Égypte n'a pas craqué. Donc, dans cette espèce de guerre
je dirais, nord-sud, l'Égypte a été un élément extrêmement important dans la mesure où ils ont pu répondre aux pressions et résister aux pressions et ne pas lâcher. Donc, il y a l'Égypte, parce que l'Égypte est un pays qui est quand même sous tutelle américaine dans une grande part. Oui. Donc, s'il y avait eu un pays, je dirais, qui aurait dû rentrer assez rapidement et très rapidement dans les BRICS, ça aurait été beaucoup plus, par exemple, l'Indonésie, avec la puissance de ce qu'elle représente, plutôt que l'Égypte. Or, c'est l'Égypte. Donc, il faut lire derrière ça, quels sont les messages géopolitiques qui sont envoyés. Et le fait que Mahmoud Abbas ait été invité à ce sommet est également un signe politique extrêmement important, c'est-à-dire que là aussi, notre vision des choses, comme soit nous sommes envahis par les musulmans et que donc l'Occident doit être protégé par l'invasion musulmane par les États-Unis et dont Israël est comment dire, le fort avancé, 80% du reste du monde ne croit pas à ça, ne valide pas ça. Donc, c'est Alors peut-être justement, c'est ça, François Comment Martin. Je voulais revenir sur un point, puisque Oui, finalement, en sens inverse, quand on parle de l'Iran, Corée du Nord, Russie, Chine, les néoconservateurs et ceux qui vont avec ont au fait et beau jeu de dire c'est la reconstitution de l'axe du mal. Mais je rappelle quand même, et après je te laisse continuer, que Kazan, c'était 40 pays, 5,2 milliards d'habitants sur cette planète, sur les 8 milliards, 36,5% du PIB mondial. Ce qui veut dire que s'il y a parmi ces membres, ou en tout cas les gens qui étaient invités, ce qu'ils appellent l'axe du mal, il y avait, c'est exactement ce que tu viens de dire, bah, une grande partie du monde bah, qui bien était sûr. avec ce pseudo-axe du mal. Donc ça va être plus compliqué de parler d'axe du mal quand on y ajoute en effet tous ces pays, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, etc., qui sont eux-mêmes membres fondateurs. Bien C'est sûr. problématique. Bien sûr. Et derrière, si tu regardes là où il y a les manifestations, etc., tu as non seulement tout le monde arabe, mais tu as une partie des peuples, y compris même aux États-Unis et en Europe, qui sont au cœur de l'Occident. Tu as toute l'Afrique. Donc, c'est nous qui réduisons en disant, attendez, un axe du mal, mais cette vision, elle est. Ce que montre Kazan, c'est que cette vision, elle est totalement passéiste. C'est nous Ouais. qui sommes devenus passéistes. Et derrière ça, donc, dans mon livre, je cite un économiste américain et également, je cite également le président de la commission des affaires étrangères de la Douma russe qui s'appelle Pushkov, Alexei Pushkov. Et il explique, mais attendez, c'est une toute autre lecture de la construction du monde à laquelle vous devez vous habituer. Et nous n'avons pas changé nos logiciels de pensée. Alors, je pensais à ça parce que j'avais écouté là aussi dire, ah ben attendez, c'est une construction nouvelle où aucun pays ne prend le leadership sur l'autre, sur les autres, ce qui n'est pas tout à fait vrai, et on va en parler, le leadership sur l'autre, mais attends, c'est le système américain de verticalisation mondiale en disant la bénévolente globale hégémonie, l'hégémonie globale bienfaisante, c'est-à-dire vous mettez en place les systèmes pseudo-démocratiques en fait dirigés par nous, sinon on vous bombarde, on vous tue, on vous pille, etc. C'est ça qui est une innovation. Je rappelle que nous avons vécu en Europe, nous avons créé un système que nous appelions westphalien, où chaque nation avait son autonomie et les différences, les divergences et les litiges étaient réglés par la diplomatie. C'est la diplomatie qui est l'élément fondamental dans tout ça. Et je pense que une des raisons pour lesquelles les BRICS ne se pressent pas, d'abord, c'est à cause de la notion du temps long dont tu as parlé tout à l'heure, qui est tellement importante, qui vient de sa propre conception de la mémoire historique et de la continuité historique. Donc, c'est pas en 5 ans qu'on fait les choses, on met les choses en 10 ans. La conception des briques, elle a 20 ans. Hein,
C'est Sergueï Glaziev, le conseiller de Poutine, qui avait théorisé ça au départ. Donc, ça arrive à maturité aujourd'hui. Donc, ça met beaucoup plus de temps que ce qu'on pense. Mais ce système westphalien basé sur la diplomatie, il existe, je dirais, depuis que le monde est monde. Le monde est monde. L'innovation moderniste, elle vient de notre part. Et ce qu'on est en train de voir à Kazan, c'est en fait le retour à une conception beaucoup plus traditionnelle des choses. C'est quelque part la fermeture d'une certaine façon d'envisager la politique qui montre qu'elle ne fonctionne pas. Voilà. Et ça, on l'a vu changer depuis longtemps. Moi, je l'avais vu changer de par mes voyages pendant 40 ans. Et encore une fois, quand j'ai vu arriver la guerre d'Ukraine, je me suis dit, tiens, ça va être révélé à tout le monde. Les nouveaux comportements vont ressortir parce que la nature des choses étant ce qu'elle est, on ne peut plus dire c'est les États-Unis qui dirigent tout. Ça n'est plus vrai. Et c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, le challenge, il est dans nos têtes. Est-ce que nous, on est capable de changer nos comportements? Est-ce qu'on est capable de changer nos logiciels de pensée? Est-ce qu'on est capable de se dire, il y a un principe, j'ai l'air d'être pas être dans Kazan, mais j'y suis quand même. Il y a un principe qui s'appelle la coopétition. C'est-à-dire, quand tu fais du commerce, tu ne sais jamais si la personne qui est en face de toi, ça va être un adversaire ou un ami, tu ne le sais pas. Est-ce qu'il va m'acheter? Est-ce qu'il ne va pas m'acheter? Est-ce qu'il monte le truc pour ne pas me payer? Est-ce qu'il essaye de me coincer? Est-ce qu'il veut vraiment? Tu ne sais pas. Et tu dois trouver ton chemin dans une espèce d'incertitude dans laquelle tu as à la fois les possibilités de travail à long terme et d'enrichissement mutuel et les risques. Et tu dois toi-même évaluer en permanence ces opportunités et ces risques et essayer de limiter les risques et d'augmenter les opportunités. C'est ça la nature des choses. Mais pour que tu fasses comme ça, il faut que tu saches à qui tu as affaire. Moi, j'ai fait du commerce et j'étais partout, dans toutes les boîtes où j'étais responsable ou directeur du développement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'étais représentant par exemple, de Béguincet sur l'Afrique. On m'a dit, ben, tiens, tu prends ta valise, tu pars au Moyen-Orient. Donc, je suis arrivé en Arabie Saoudite, j'ai pris des rendez-vous et je suis tombé chez un Saoudien qui m'a dit, c'est quoi ton prix? Et moi, je vendais des bateaux de sucre à 2,5 millions de dollars le bateau de sucre. Donc, c'était des gros enjeux. Mais je me suis retrouvé en face de gens que je ne connaissais pas, avec qui il fallait que je commence à faire des affaires, etc. Si j'avais commencé en me disant, c'est des Saoudiens, c'est les descendants des gens qui émasculent les enfants, etc., pour acheter des esclaves, etc., jamais j'aurais vendu un kilo de sucre à qui que ce soit. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il pense? Comment il fonctionne? Comment il fonctionne en famille? Comment il fonctionne? Et puis j'ai découvert que j'avais en face de moi des gens passionnants et j'ai construit quelque chose à partir de ça. C'est comme ça que j'ai fait. Si tu cherches pas, si tu connais pas ton ennemi parce que c'est ton ennemi, parce que tu es dans une dichotomie, je dirais protestante, où toi tu es bon et les autres sont méchants, à terme tu es fichu. Donc c'est ça l'enjeu de Kazan. L'enjeu de Kazan, c'est ça. Il y a une dimension culturelle qui est extrêmement importante et nous, Européens, on est capable parce que le christianisme, je dirais, catholique, n'est pas dichotomique. Donc, il faut qu'on retrouve cette capacité diplomatique, cette capacité commerciale, cette capacité de compréhension, cette capacité culturelle. Il faut qu'on retrouve ça. C'est ça le message de Kazan pour nous, en fait. Tu vois? François, peut-être entrer maintenant dans le détail des initiatives qui ont été prises, dont certaines ne sont pas minces. Commencer à évoquer plus sérieusement encore un nouveau système financier de paiement, des bourses aux métaux précieux, aux agricoles. Enfin, ça commence à sentir partie. Enfin, il y a de quoi l'Occident ferait bien de s'inquiéter. D'ailleurs, ils sont responsables. Ils se sont eux-mêmes mis dans cette situation, au travers ce qui a été beaucoup répété, et pas seulement par Poutine, mais par nombre des intervenants durant Kazan, c'est-à-dire le ras-le-bol du monde vis-à-vis de ces sanctions économiques
euh, appliquée par l'oncle Sam et ses féaux à l'ensemble du monde à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord avec eux. Ça ne va plus pouvoir continuer comme ça. Bien sûr, on est tout à fait d'accord. Mais si tu veux, moi, j'accorde moins d'importance que ce que certains disent comment dire, aux velléités de modification économique ou financière. Pourquoi? Velléité, ça tu n'y crois pas? Je ne crois pas au fait que ça va vouloir être fait très vite pour une raison simple, Ben c'est non, que compliqué. le dollar reste très prégnant partout. Donc, personne va se suicider en disant ben, on laisse tomber le dollar. Par contre, ce qui est très important, c'est de mettre le verre dans le fruit et petit à petit d'augmenter la part des échanges qui vont être faits dans d'autres monnaies. Ça, c'est fondamental. Mais par exemple, je me mets à la place de l'Arabie Saoudite qui n'est pas venue. Hein. C'est très intéressant de se demander Oui, pourquoi. oui, oui. Pourquoi Mohamed Ben Salman n'est pas venu. Mais l'Arabie Saoudite, je rappelle, est le réceptacle, le réceptionnaire du système qui a été mis en place à l'époque par Nixon, qui a consisté à être la chambre de recyclage, parce qu'on dit toujours Bretton Woods, mais ce n'est pas Bretton Woods. C'est dans les années 75, donc les Américains ont été voir les Saoudiens et leur ont dit, ben, écoutez, nous on va dire, dites que vous voulez être payé exclusivement en dollars, que vous êtes payé exclusivement en dollars, et nous, on transformera automatiquement vos dollars en bons du Trésor américain. Donc, c'est une machine qui, chaque fois qu'elle reçoit un dollar en paiement de son pétrole, récupère des bons du Trésor américain, ce qui, à l'époque, était finalement un bon système. Donc, il y a eu deux éléments fondamentaux dans l'histoire de l'Arabie Saoudite. L'une, c'est le pacte de Quincy, c'est-à-dire le pacte protection contre pétrole. Mais le deuxième, vous pourrez l'appeler le pacte de Nixon ou un truc comme ça, est beaucoup plus important que le premier finalement parce qu'il assure le lien absolu sur le plan financier entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Donc, on comprend très bien qu'un pays comme l'Arabie Saoudite ne va pas rentrer dans un système anti-Nord dans lequel on va l'obliger à dégager ces bons du Trésor américain. D'ailleurs, le plus grand détenteur de bons du Trésor américain, c'est la Chine. Donc, tous ces gens-là qui savent très bien où sont leurs intérêts n'ont pas du tout envie à un moment donné, le dollar se casse la figure brutalement. Par contre, de faire que le dollar perde de son importance petit à petit pour que dans 10 ans, finalement, le dollar ne représente plus que, je ne sais pas, la moitié ou le quart des échanges du monde, ça leur a laissé du temps pour transformer leurs bons du trésor en panier de matières premières ou d'or ou des choses comme ça. Donc, c'est ça qui va se passer. Là où je pense qu'il va y avoir une innovation, par contre, extrêmement importante, et là, c'est la présence de Guterres, c'est beaucoup plus sur le principe de la gouvernance mondiale. C'est là qu'ils ont une attaque à faire. C'est pas sur le plan économique, contrairement à ce que dit tout le monde. C'est pas là qu'est le vrai enjeu. Le vrai enjeu, c'est la gouvernance mondiale. Ils vont dire, bah, attendez, ça n'a plus aucun sens que le Conseil de sécurité qui bloque et qui impose une guerre au Moyen-Orient folle depuis 48, alors que l'État de Palestine aurait dû avoir son État en regard de l'État d'Israël dès 48 et aujourd'hui, 75 ans après, on y est encore parce qu'il y a un État qui dit non, 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 alors que tout le monde derrière s'est converti progressivement à ce que la solution à deux États puisse se faire. La gouvernance mondiale ne fonctionne pas aujourd'hui. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a les États-Unis qui dirigent. Ça ne reflète plus du tout le monde tel qu'il est, et c'est ce que Kazan vient de montrer. Donc, ils vont demander, mettre la pression et exiger que le système de sécurité et les institutions soient modifiées. Alors, je ne sais pas encore comment, mais c'est inéluctable. Et à partir du moment où le système de gouvernance mondiale aura changé,
eh ben, les règles nous seront moins favorables, forcément, et des arbitrages plus importants seront faits contre nous dans tel conflit, dans telle affaire, dans tel, etc., etc. Et si on n'y arrive pas, et si l'ONU ne veut pas, ils construiront leur ONU à eux. Voilà, c'est tout. C'est ce qui va se passer. C'est Et ça, à tous les on se fera niveaux. marginaliser. Voilà, c'est ce qui va se passer. On voit que suite à Kazan, il y a deux États qui sont les pointes avancées, certains parlent de proxy, de l'Occident, qui sont finalement les plus atterrés par ce qui s'est passé, en particulier avec l'avenue de Gutiérrez. C'est l'Ukraine et c'est Israël, c'est Netanyahou et c'est Zelensky. Alors Zelensky, d'ailleurs, n'a pas de mots assez durs pour voir que celui qu'il considère comme un repris de justice eh bien, est adoubé à nouveau, rentre de plein droit avec ses pairs et avec le secrétaire général des Nations Unies. Mais ça, Bien c'est sûr. alors qu'un tribunal international, en effet, lui a envoyé un mandat de recherche international. C'est inouï ce qui est en train de se passer. Oui, 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 absolument. Et si tu regardes, et ça, c'est tout à fait, si tu veux, une des choses qui permet de comprendre ça, et qui est très intéressante, c'est par exemple ce plan de victoire de Zelensky. Qui dit ah ben écoutez, nous on veut bien faire la paix, mais à condition que la Russie paye la reconstruction, qu'elle se retire de toutes les terres. Enfin bon, ça n'a pas de sens. Alors pourquoi est-ce qu'il continue à répéter ça urbi et orbi? Mais si, ça a du sens, parce que ça veut dire simplement que dans les options que l'administration américaine n'a pas fait le choix encore entre le stop et le encore. Donc, ça veut dire qu'il Zelensky faut l'a dit, laisser ouvert, il faut tu as vu laisser que ouverte la porte Zelensky l'a du dit de façon encore. totalement. Zelensky l'a dit de façon totalement naïve en disant la suite de la guerre, ça va dépendre du résultat de l'élection américaine. On imagine, Voilà. on l'a comparé à Churchill, un type peut dire une chose pareille à son Ouais, c'est peuple, ça. il y aura la guerre ou la paix selon le résultat des élections américaines. Oui, c'est Mais ça. comment on peut entendre des choses pareilles? Oui, 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 oui. Et si tu veux, entre les partisans du stop et les partisans du encore, comme le choix n'est pas fait, comme toujours, les Américains cherchent toujours, de façon très cynique et depuis toujours, à ouvrir deux voies contradictoires en se disant on choisira la meilleure à la fin. Donc, il faut quelque part que la, 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 la stratégie du encore soit incarnée par quelque chose. Et ça, c'est le plan Zelensky. Alors, les chances pour que ça se produise sont de plus en plus faibles, mais théoriquement, ça reste encore possible pour dire un jour, voyez, on croit encore à la victoire, donc on va ouvrir les portes, on va tirer sur la Russie, etc. etc. Voilà. C'est ça ce qui se passe. Et sur le plan de Gaza, tu es exactement dans les mêmes... c'est finalement la même construction, c'est-à-dire Oui, il y c'est la a, même un système construction. américain qui dit encore, 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 et en même temps, on sait très bien que s'ils se mettent à taper sur l'Iran brutalement, d'autre part, d'une part, l'implication de la Chine et de la Russie est de plus en plus forte et aujourd'hui parfaitement claire, de telle sorte que moi, j'imagine absolument pas une seconde que, à supposer que les Américains veuillent s'y mettre, les Chinois et les Russes, les Chinois et les Russes acceptent que l'Iran soit détruit à coups de bombe par l'entité israélo-américaine, parce que israélienne, il faut jamais toujours dire israélo-américaine. C'est américains qui sont les. Il y a d'ailleurs une petite explication que je peux donner très très rapidement qu'il faut voir, qu'il faut comprendre. On présente les choses depuis longtemps en disant les États-Unis essayent d'empêcher Netanyahou de faire, et lui il est fou, il cherche à rester en place et il continue et les Américains disent non. C'est une théâtralisation. Il n'existe pas de système dans lequel celui qui te donne à manger, à boire, ton argent et tout ce qu'il te faut toute la journée n'est pas celui qui te commande. Donc, la théâtralisation permet de faire passer les États-Unis, non pas comme les cyniques salauds qui essayent de manger le Moyen-Orient, mais comme étant ceux qui, d'une façon impuissante, mais avec pleine de bonne volonté, Oh là essayent oui. de les empêcher d'aller trop loin. Blinken a fait 9 voyages. Enfin, tu ne vas pas me dire qu'au bout de 9 voyages, tu n'y arrives pas. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de la théâtralisation. Il n'a jamais voulu. Il est là pour faire semblant.
C'est tout. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Netanyahou fait ce qu'on lui dit de faire. C'est ça qu'il faut bien voir. Et si tu vas plus loin, tu te dis que, en fait, l'État d'Israël, en fait, n'existe pas en tant que tel. Parce qu'il n'y a pas d'État. La nature d'un État, c'est d'être souverain et autonome. Et à un moment donné, tu transformes ta puissance militaire en une puissance de paix et tu vas dire à tes voisins, je pourrais vous attaquer, je ne le fais pas, mais je cherche à travers la diplomatie, à travers le commerce, à construire des relations de paix avec vous et à m'enrichir et à devenir autonome. Or, c'est pas ce qu'il fait. Il fait la même chose que ce qu'a fait Napoléon à l'époque. Napoléon est sorti de ses frontières et est rentré dans un système de guerre permanente et de conquête permanente, à tel point qu'à un moment donné, Talleyrand a considéré que Napoléon était en train de rouler, parce que Napoléon lui disait, je fais la guerre pour mettre en place, pour me mettre dans les meilleures conditions pour la diplomatie. Et Talleyrand s'est dit, c'est ce qu'il raconte, c'est ce que raconte Bareskiel dans Le Prince Immobile, Talleyrand s'est dit, il est en train de me faire le contraire, c'est-à-dire il se sert de mes efforts diplomatiques pour justifier sa guerre. C'est-à-dire on est à l'envers. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à renseigner les adversaires de la France de ce que faisait Napoléon, plutôt que de faire l'inverse. Et à ce moment-là, Napoléon a commencé à perdre. Et quand Talleyrand est arrivé à Vienne, il a dit, bon, ben, on revient sur nos frontières, c'est tout. On redevient la France, on redevient sur nos frontières. Le précaré défini par Vauban, le grand homme de la France, c'est Vauban. Je dirais celui qui a fixé les limites de la France, c'est Vauban, qui a dit à Louis XIV à un moment donné, on s'arrête là, voilà nos frontières. On ne cherche pas à reprendre telle ou telle ville, etc. C'est fini, c'est nous. Donc il y a une espèce de sagesse qui s'exprime. Et tant que tu n'as pas ça, si tu es dans un système militaire d'expansion et que tu ne déposes pas le tracé de tes frontières, ce qu'a fait Israël, tu n'es pas un État proprement dit. Voilà. Donc, j'ai posé la question un jour à quelqu'un qui m'a dit, mais qu'est-ce que c'est qu'Israël? Je lui ai dit, il m'a répondu spontanément, c'est un porte-avions américain. C'est rien d'autre qu'un porte-avions américain. Ce n'est pas un État en tant que tel. Et l'Amérique, c'est le porte-avions de qui? Parce que c'est troublant et extrêmement intéressant, cette vision des choses. Ben, c'est pour ça que je voulais développer un peu avec toi. Oui. C'est très intéressant parce que voilà, ça permet de voir comment on n'est pas sur un État souverain, en effet, joue systématiquement. Voilà. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que la stratégie. C'est un peu pareil. L'Amérique semble être en train de devenir, au fil de ces dernières décennies, fonctionne un peu de la même manière, allume des feux et ne règle aucun problème. C'est comme si l'Occident lui-même, ce que tu dis de façon extrêmement intelligente et astucieuse et fine sur Israël, on pourrait aussi l'appliquer à l'Occident dans son ensemble. Et donc, bien sûr. Bien sûr, à un moment donné, il faut déposer le tracé de tes frontières. Il faut dire, je n'irai pas plus loin. Voilà, je veux transformer ma puissance militaire en une force politique de paix, une force diplomatique. Je vais échanger, je réglerai avec vous, etc. C'est toute l'intelligence du système westphalien. Voilà, c'est ça. Je suis autonome, je suis moi-même et je discute avec vous d'État à État et on règle nos différends. Et c'est ce que le Sud est en train de faire aujourd'hui. C'est ce que Kazan est en train de construire. Voilà, la diplomatie. Et ça, je pense que c'est plus important que c'est plus important que le système, parce que techniquement, on devine à peu près ce qui va être fait. Il y a déjà une banque. Nous, on veut imposer, par exemple, à l'Afrique d'acheter des panneaux solaires et pour pouvoir financer son électricité, alors qu'elle a un besoin absolument criant d'électricité. On ne veut pas financer les barrages parce que ce n'est pas écologique, ni des centrales à charbon, etc. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'ils fassent ce que nous, on a fait et qui a financé notre développement. On sait bien que le développement, c'est deux choses, c'est l'énergie et les infrastructures. Et nous, on ne veut pas financer ça aux Africains parce que ce n'est pas assez écologique. Demain, ils iront se financer chez les BRICS et qui leur diront, écoutez, vous avez besoin d'électricité, allez-y, on vous finance vos barrages, vos centrales à charbon et vos centrales nucléaires. C'est ce qui va se passer. Donc, petit à petit, la logique occidentale va perdre de sa pertinence progressivement.
Donc ça, je dirais, on va le voir au fil des années. Mais je pense que pour moi, le gros changement, ça va être les pressions. Et dans ce sens-là, la présence de Guterres était extrêmement importante pour exiger quelque chose qui va être indéniable. C'est un changement total du système de fonctionnement de l'ONU. Enfin, l'ONU, si tu regardes l'ONU, enfin, que l'ONU puisse, il y ait 104 résolutions de l'ONU vis-à-vis d'Israël depuis ça, que Israël n'a pas respecté, ça n'a aucun sens. Enfin, Israël aurait dû être au banc, mais enfin, 1000 fois plus que l'Afrique du Sud à l'époque. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a un État qui dit non. Donc, en fait, l'ONU a été transformée, a été créée comme une assemblée générale des États et elle fonctionne comme une assemblée dont les volontés sont dictées par un seul État. Ça ne marche pas. Et ça, je pense que ça va être les grands changements qui va. La chose la plus importante, je pense que Kazan a en germe, c'est ça. Ça va être la réforme de l'ONU. Je pense que l'élection de Trump pourrait aussi aller dans ce sens-là, parce que on connaît Trump et les organisations internationales. Il a envie de s'en défaire et de s'en extraire le plus vite possible. Et à la limite, finalement, l'indifférence de l'Amérique vis-à-vis de l'ONU pourrait permettre justement peut-être aussi cette révision. Oui, ça aussi. Et puis l'autre, toujours, il faut toujours voir l'un ou l'autre. C'est-à-dire, moi, je me mets à la place de Trump, c'est où je perds tout seul, où je gagne moins avec les autres. Donc, c'est ça. Jusqu'où est-ce que ça vaut la peine de m'enfermer dans ma tour d'ivoire en disant non, non, non. Bon, il y a un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Quand tu es quelqu'un aussi pragmatique que lui, il se dit, ben, je vais chercher des deals avec les Russes, avec les Chinois, avec les uns ou les autres, mais si c'est là que demain il y a le business, l'argent, le développement, les perspectives, le monde entier est à construire, l'Afrique est à construire, etc., et ben, welcome, hein, voilà, et c'est là qu'on va mettre nos efforts, etc. Puis bon, et ils se serviront de nous, et à ce moment-là, on s'apercevra un jour qu'ils ont passé des accords avec tout le monde, et nous, on restera les dernières roues du carrosse si on reste à dormir et à rester entre nous autour du feu en pétant de trouille. C'est ça le problème. C'est pour moi toujours, c'est l'Europe. Dans cette affaire, ceux qui sont en grand danger, c'est l'Europe. Oui. Et dans l'Europe, c'est la France. Parce que la France, c'est le pays qui a le plus, encore une fois, on avait développé ça dans une émission précédente, qui a le plus de possibilités de parler à tout le monde, de s'ouvrir à tout le monde, d'aller expliquer, parce qu'il y a des grandes... il y a une faculté de se comprendre qui est essentielle, là aussi, quand tu fais du commerce. La première chose, c'est de comprendre ton interlocuteur. Mais nous, on a ça en nous, mais on ne s'en sert pas. Comment ? C'est évoqué justement dans ton dernier livre, Le temps des fractures, c'est-à-dire la vocation plus encore que la mission de la France. On a d'ailleurs dit, après une émission entière consacrée à ce dernier livre sur Radio Courtoisie dans le livre journal de Géopolitique profonde, que nous évoquerions cet second aspect, c'est-à-dire la vocation de la France, et d'ailleurs, à mon avis, faire des émissions plus régulières sur ce sujet, parce que c'est bien de l'évoquer, de l'invoquer, mais faut-il encore lui donner de la matière, lui donner, au-delà du contexte. Bien sûr. Et ça nécessite, et on n'a pas le temps de développer puisqu'on arrive à la fin, mais ça nécessite, là aussi, comme dans tout système westphalien, ne peut se construire la libre relation avec les autres que si tu as la maîtrise de ton propre pays, de ton propre ensemble. Si tu dépends, comme Israël, si tu fais la politique d'un autre pays qui te dit tu fais ça, tu ne peux pas avoir de relation libre avec les autres. Donc, nous, ça nécessite de récupérer, et ça, c'est tout un pan de réflexion qui resterait à ouvrir, la maîtrise de tes moyens politiques, économiques, diplomatiques, financiers, voilà, qui aujourd'hui, on voit que n'est pas le cas. Le grand problème, encore une fois, pour moi, de la France et des Français, c'est la désappropriation. C'est l'immense problème. Sur le plan familial, sur le plan du travail, sur le plan... Pour reprendre ton expression, tout est perdu. Moi, je ne dirais pas tout est perdu, je dirais à quoi bon. Alors, l'aquabonisme.
C'est ça, L'aquabonisme. c'est pas parce que tout est perdu, ça veut dire que c'est perdu sur le fond. C'est pas perdu, c'est à quoi bon. C'est-à-dire c'est là, mais j'y crois plus. Donc la réappropriation, ça consiste à dire mais c'est à moi, c'est pour moi, c'est moi qui l'ai fait, c'est mes parents, mes grands-parents, c'est mes ancêtres. Il y a, voilà. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Qu'est-ce que je fais? Comment j'éduque mes enfants? Comment est-ce que je fais en sorte que le personnel de mon entreprise ait les fruits de la croissance, au lieu que ça soit que les actionnaires qui prennent tout? Comment est-ce que je fais pour aller comprendre ce qui se passe autour de moi, les autres pays, les autres gens, au lieu de me dire, ben moi je suis gentil, eux ils sont méchants, donc je ne veux même pas savoir qui ils sont. Tout ça, c'est ça la réappropriation. Et le choc de réappropriation, c'est comme ça qu'un pays redémarre d'abord. Mais pour ça, il faut envoyer des signes. En disant, voilà, c'est à vous. Alors, les signes, c'est les référendums, mais ce n'est pas que les référendums, c'est une attitude d'esprit. Ça a été le choc de la chute du mur auquel j'ai assisté, puisque j'ai travaillé dans les pays de l'Est entre 88 et 92, ça a été ça. Les gens disaient, écoutez, les gens disaient, ben, nous, on leur donne ce pourquoi ils nous payent. J'ai entendu, comme ils ne nous payent pas et qu'ils s'en foutent, nous, on ne fout rien. Donc, c'était complètement arrêté. Donc, les pays sont tombés parce qu'ils ne produisaient plus, parce que la confiance, qui est le moteur, qui est la sève à l'intérieur de l'arbre qui permet de faire fonctionner des choses, n'était plus là. Mais à un moment donné, on leur a dit, mais attendez, le pays, c'est à vous. Regardez, il est sur la table, il est à vous. Ils ont dit, tout de suite, ils se sont relevés du jour au lendemain. Voilà. François, merci beaucoup de t'être rendu On a disponible. beaucoup traité de Kazan, mais pas de la façon peut-être dont certains auraient pu le penser. Je crois qu'il faut beaucoup plus insister sur les questions politiques que sur les questions techniques. Les questions techniques sont finalement assez secondaires. Par contre, le choc est absolument majeur et le choc est politique. Et on est effectivement entre le basculement du monde et le temps des fractures. Est-ce que ce basculement du monde sera un temps des fractures ou un temps d'une nouvelle coopération? C'est ça qui se dessine et qui va être extrêmement intéressant derrière Kazan. Voilà. Chers internautes, il y a des échanges passionnants à venir. On profitera de François Martin à distance, mais on espère aussi le retrouver bientôt parmi nous en chair et en os, parce que, et c'est ce soir, ça fait partie des rendez-vous que je vous donne avant de vous quitter, nous ferons à 19h une émission spéciale Kazan avec un ami de François Martin. Il y aura entre autres donc au moins deux amis, voire trois amis, que des amis de François Martin, Laurent Arthur Duplessis, Pascal Mas, mais aussi le général de Lavarde. Et c'est là que je suis assez troublé et je vais le plus vite possible les confronter, nos deux amis, enfin les confronter, leur permettre d'échanger, parce que, et c'est d'ailleurs un peu à contre-courant, mais ça c'est l'esprit des intellectuels. François Martin, qui est plutôt en effet axé sur des questions, à l'origine, dans sa vie passée, sur des questions économiques, commerciales, voit dans Kazan plutôt un fait politique. Et à l'inverse, vous verrez ce soir, le général de Lavarde, avec qui j'ai échangé avant l'émission de ce soir, qui sera en direct à 19h sur Géopolitique Profonde TV, lui va insister sur des aspects économiques, alors que c'est un ancien militaire qui devrait regarder d'abord les aspects géopolitiques. Donc c'est intéressant, et je pense que rapidement pouvoir vous permettre sur notre chaîne d'échanger tous les deux sera quelque chose de tout à fait passionnant. Et j'écouterai aussi avec un immense intérêt Pascal Mas, qui est un homme modeste, mais qui est d'une immense culture et qui a été le représentant du Tatarstan. Donc, je veux dire, s'il y a véritablement un homme qui connaît toute cette... parce qu'on n'a pas parlé de Kazan, de ce que ça représente sur le plan symbolique, mais en fait, le fait que ça soit une république musulmane qui soit choisie comme étant la réception, le pays qui réceptionne le monde entier, ça en dit aussi extrêmement long sur la capacité de l'État russe à intégrer des minorités culturellement différentes. Donc, c'est pas un hasard, c'était voulu. Donc, ça va être très intéressant d'écouter Pascal Mas aussi. On aura les jours et les semaines à venir pour voir un peu l'onde de choc, parce que c'est comme toute onde de choc, on va la voir petit à petit se propager et on va affiner les analyses, évidemment. Merci
beaucoup, François Je Martin. t'en prie, merci beaucoup, Nicolas. Et d'ici là, bonne fin de vacances. Il faut en profiter. Merci, oui, ça sera. Je pars début de semaine prochaine. Ah, Ce bah, sera très bien. Paris le 4 novembre. 4 novembre, voilà. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci. Merci, chers internautes, de votre écoute. Et je vous laisse, moi, maintenant, et je vous laisse, je crois, en compagnie de Raphaël, qui va vous dire au revoir aussi à son tour. Merci. Merci, Nicolas. Voici comment se déroulerait le déclenchement d'une frappe nucléaire. Des scènes de violence contre commissariats, mais aussi des écoles, des mairies. Qui gouverne le monde, hein. Beaucoup de gens pensent, à tort, que ce sont les hommes politiques.